La tortue et la course contre le vent. Dans une forêt luxuriante, où les feuilles des arbres dansaient au rythme de la brise, vivait une tortue nommée Tilda. Contrairement à ses amis, connus pour leur rapidité ou leur agilité, Tilda était souvent moquée pour sa lenteur. Mais Tilda avait un énorme cœur et une imagination sans limite. Un jour, alors que Tilda prenait son temps pour cueillir des baies, elle entendit un bruit puissant. Le vent enjoué sifflait entre les branches et chuchotait des secrets aux étoiles. Le vent était connu dans la forêt pour être un espiègle farceur. Il aimait renverser les chapeaux des animaux ou faire s'envoler les feuilles ramassées par les fourmis. « Oh, regardez qui voilà, la tortue la plus lente de la forêt !» plaisanta le vent en soufflant légèrement sur Tilda, qui recula de quelques centimètres. Tilda leva les yeux et répondit calmement. « Bonjour, vent. Tes farces sont bien connues ici, mais sache que je ne me laisse pas déstabiliser si facilement. » Le vent, intrigué par la réponse de Tilda, rit de bon cœur. « Oh vraiment? Et si nous faisions une course? Si tu gagnes, je promets de ne plus jamais embêter qui que ce soit dans cette forêt. Mais si je gagne, je ferai voler ton panier de baies jusqu'aux nuages. » Tilda réfléchit un instant. Tout le monde savait que personne ne pouvait battre le vent dans une course. Mais elle eut une idée. « D'accord, Vent. Je relève ton défi, mais nous devons fixer des règles. » Le vent, certain de sa victoire, accepta sans hésiter. Ils décidèrent que la course commencerait au pied du grand chêne, traverserait la clairière, longerait la rivière et se terminerait au sommet de la colline ensoleillée. Le jour de la course, tous les animaux de la forêt se rassemblèrent pour regarder cet événement insolite. Le lièvre était sceptique. « Tilda, pourquoi as-tu accepté? Le vent est invincible. » Mais Tilda sourit. « J'ai un plan. » Lorsque le signal fut donné, le vent s'envola à une vitesse vertigineuse, renversant quelques feuilles sur son passage. Tilda, elle, démarcha lentement, mais avec une détermination tranquille. Ce que personne ne savait, c'est qu'elle avait passé toute la nuit à préparer son stratagème. Arrivé à la clairière, le vent, certain de sa victoire, se mit à jouer. Il fit voler des pissenlits et forma des tourbillons de poussière pour amuser les spectateurs. Pendant ce temps, Tilda atteignit la rivière où elle avait caché une feuille de nénuphar robuste. Elle grimpa dessus et se laissa porter par le courant, économisant ainsi ses forces. Lorsque le vent arriva à la rivière, il fut déconcerté. Il ne pouvait pas traverser l'eau aussi facilement qu'il le pensait. Tilda, quant à elle, était déjà de l'autre côté. Le vent accéléra, mais lorsqu'il atteignit la colline, il trouva un autre obstacle, des cailloux lourds que Tilda avait stratégiquement placés. Le vent, bien qu'invisible, avait du mal à maintenir sa vitesse dans ces conditions. Pendant ce temps, Tilda avança, pas à pas, sans se presser. Elle savait que la patience était sa meilleure alliée. Finalement, alors que le soleil commençait à se coucher, Tilda atteignit le sommet de la colline sous les acclamations des animaux. Le vent, bien qu'étonné, s'inclina devant la ruse et la persévérance de la tortue. « Tilda, tu m'as surpris. Tu as été plus intelligente que moi. Je tiendrai ma promesse et je cesserai mes farces. » Depuis ce jour, Tilda devint une héroïne dans la forêt, non pas pour sa vitesse, mais pour son intelligence et sa stratégie. Et le vent, bien qu'il continuât de souffler, se fit plus doux et apprit à jouer sans causer de trouble. Ainsi, la lente tortue montra à tous que la vitesse n'était pas toujours la clé de la victoire et que l'esprit et la patience pouvaient surmonter n'importe quel défi. La princesse et les boucles d'oreilles magiques. Dans un royaume lointain, entouré de montagnes verdoyantes et de rivières scintillantes, vivait une princesse nommée Léona. Contrairement à ce que l'on pourrait penser, Léona n'était pas une princesse ordinaire. Elle aimait grimper aux arbres, courir dans les champs de fleurs et jouer avec les animaux du palais. Mais ce qu'elle appréciait par-dessus tout, c'était leur compagnie.
Elle aurait tant aimé pouvoir leur parler. Un jour, alors qu'elle explorait le grenier du château, elle trouva une petite boîte ornée de pierres scintillantes. Curieuse, elle l'ouvrit et découvrit une paire de boucles d'oreilles en forme de feuilles d'argent. Intriguée par leur étrange éclat, elle décida de les essayer. À peine avait-elle accroché les boucles à ses oreilles qu'elle entendit une voix douce et mélodieuse. « Bonjour, princesse Léona, merci de m'avoir libérée. » Surprise, elle se retourna mais ne vit personne. La voix reprit. « Ici, regarde à tes pieds. » Elle baissa les yeux et aperçut une petite souris grise qui la fixait avec un sourire malicieux. « Tu peux parler ?» demanda Léona, abasourdie. « Oui, grâce à ces boucles d'oreilles. Elles te permettent de comprendre et de parler avec tous les animaux. » Léona était émerveillée. Elle avait toujours rêvé de pouvoir communiquer avec ses amis à fourrure et à plumes. Sans perdre de temps, elle se précipita dans le jardin du palis pour tester ses nouvelles boucles d'oreilles. « Bonjour, petit rouge-gorge !» dit-elle à l'oiseau perché sur une branche. « Bonjour, princesse! Quelle belle journée pour chanter !» répondit l'oiseau en inclinant la tête. Léona passa la journée à discuter avec tous les animaux du palais. Les chats, les chiens, les poissons du bassin et même les abeilles qui bourdonnaient autour des fleurs. Tous étaient ravis de pouvoir enfin lui parler et elle était enchantée de découvrir leurs pensées et leurs histoires. Un soir, alors qu'elle regardait les étoiles depuis son balcon, une chouette vint se poser près d'elle. « Princesse Léona, j'ai besoin de ton aide !» dit la chouette, son ton empreint d'urgence. « Que se passe-t-il » demanda Léona, inquiète. Dans la forêt, un petit renard est coincé dans un piège. Il a besoin de toi pour le sauver. Sans hésiter, Léona attrape sa cape et suivit la chouette dans la nuit. La forêt était sombre, mais les lucioles éclairaient leur chemin comme de petites lanternes. En arrivant sur place, elle trouva un jeune renard roux pris dans un filet. « N'aie pas peur, je vais te libérer » murmura-t-elle en s'approchant doucement. Avec l'aide de la chouette et d'un castor, qui utilisa ses dents pour couper les cordes, Léona parvint à libérer le renard. « Merci, princesse, tu m'as sauvé la vie » dit-il en remuant joyeusement la queue. De retour au palais, Léona se sentit heureuse et fière d'avoir pu aider un animal en détresse. Elle comprit alors que ses boucles d'oreilles magiques étaient un véritable don et qu'elle devait les utiliser pour faire le bien. Les jours suivants, elle fut sollicitée par de nombreux animaux ayant besoin de son aide. Elle répara le nid d'une famille de moineaux, retrouva un agneau perdu et apaisa une querelle entre deux familles de lapins. Chaque mission renforçait son lien avec les créatures de son royaume. Mais un jour, une nouvelle inquiétante se répandit. Un incendie s'était déclaré dans une partie reculée de la forêt. Les animaux, terrifiés, vinrent chercher Léona. « Nous avons besoin de toi, princesse. Les flammes se rapprochent de nos terriers et de nos nids, » dirent-ils. Léona, déterminée à les aider, réunit tous les animaux pour élaborer un plan. Les éléphants utilisèrent leurs trompes pour transporter de l'eau de la rivière et arroser les arbres en feu. Les oiseaux survolèrent la zone pour repérer les endroits les plus dangereux, tandis que les castors construisaient des barrages pour ralentir la propagation des flammes. Grâce à la collaboration de tous et au courage de Léona, l'incendie fut éteint. Les animaux, reconnaissants, acclamèrent leur princesse. « Tu es notre héroïne, Léona. Sans toi, nous n'aurions pas pu sauver la forêt. » À partir de ce jour, Léona devint une légende dans son royaume. Elle continua d'utiliser ses boucles d'oreilles magiques pour veiller sur les animaux et maintenir l'harmonie entre les humains et la nature. La souris et les griffes du chat. Dans un petit village niché entre des collines verdoyantes, vivait une petite souris nommée Mimi. Mimi était curieuse, courageuse et toujours à la recherche de nouvelles aventures.
Elle habitait dans un trou bien caché derrière la grande armoire de la cuisine d'une maison charmante. Cette maison appartenait à une vieille dame gentille nommée Madame Berthe et à son chat, Minou. Minou était un chat imposant avec une fourrure noire et blanche soyeuse et des yeux verts perçants. Il était connu dans toute la maison pour ses griffes longues et pointues qui faisaient frémir tous les habitants de la petite communauté des souris. Mais Mimi, au lieu d'avoir peur, trouvait cela fascinant. Elle se demandait « Que ferait un chat sans ses griffes ?» Un jour, après une réunion avec ses amis souris, Mimi eut une idée audacieuse. « Je vais voler les griffes de Minou !» annonça-t-elle fièrement. « Quoi ? Es-tu folle ?» répliqua son meilleur ami, Rémi. « Minou est le chat le plus dangereux que nous connaissions. » Mais Mimi était déterminée. Elle voulait prouver que même une petite souris pouvait accomplir de grandes choses. Mimi étudia Minou pendant plusieurs jours. Elle remarqua que Minou aimait faire la sieste sur un coussin moelleux dans le salon, surtout l'après-midi après avoir mangé son repas préféré. Elle savait que ce serait le moment idéal pour agir. Elle prépara un sac en tissu et un petit couteau en bois qu'elle avait taillé avec soin. Son objectif était clair, elle allait couper les griffes de Minou pendant qu'il dormait. « Souhaite-moi bonne chance », dit-elle à Rémi qui secoua la tête d'inquiétude. Un après-midi, alors que le soleil éclairait doucement le salon, Mimi se glissa hors de son trou. Minou était profondément endormi, ronflant doucement sur son coussin. Mimi avança prudemment, chaque pas calculé pour ne pas faire de bruit. Arrivée près de la patte de Minou, elle observa ses griffes longues, courbées et brillantes. Elle sortit son petit couteau en bois et commença à travailler sur la première griffe. Mais alors qu'elle coupait, Minou bougea légèrement. Mimi se figea, son cœur battant à tout rompre. Minou ouvrit un œil, le fixa, puis referma les yeux en marmonnant « Stupide rêve !» Soulagée, Mimi continua son travail. Une griffe, puis deux, puis trois. Mais lorsqu'elle atteignit la quatrième, Minou se réveilla brusquement. « Qu'est-ce que tu fais, petite souris ?» demanda Minou d'une voix grave tout en plissant les yeux. Mimi, terrifiée mais refusant de montrer sa peur, répondit « Je voulais te prendre à yeux tes griffes. » Minou éclata de rire. « Mes griffes ? Et pourquoi donc ? » Parce qu'elles font peur à tout le monde. Si tu n'avais pas de griffes, tu serais moins effrayant et peut-être plus aimé. Minou resta silencieux un instant, surpris par la réponse de la petite souris. Puis il dit doucement « Et tu crois que je veux faire peur ?» Mimi hocha la tête. « Tout le monde pense que tu es méchant à cause de tes griffes, mais peut-être que tu ne l'es pas vraiment. » Minou soupira et regarda ses griffes, ou du moins ce qu'il en restait. « Tu es courageuse, petite souris. Personne n'a jamais osé m'approcher comme ça. Peut-être que tu as raison, je devrais montrer aux autres que je ne suis pas qu'un chat avec des griffes. » À partir de ce jour, Minou décida de changer. Il utilisa ses pattes pour aider Madame Berthe à attraper les pelotes de laine ou à ranger les tapis. Il jouait gentiment avec les souris, qui n'avaient plus peur de lui. Quant à Mimi, elle devint son amie la plus proche. Les autres souris, voyant cela, furent impressionnées par le courage et la sagesse de Mimi. Elles comprirent que parfois, il fallait aller au-delà des apparences pour révéler le meilleur chez quelqu'un. Mimi n'avait pas seulement volé les griffes de Minou. Elle avait aussi gagné une amitié précieuse et changé la vie dans la maison. Maintenant, souris et chat vivaient en harmonie, prouvant que même les ennemis les plus improbables pouvaient devenir des amis. Et dans ce petit village, on racontait souvent l'histoire de la souris courageuse qui avait osé affronter le chat pour lui apprendre à être aimé. L'incroyable aventure de Lily et la fabrique de bonbons géantes. Dans un petit village coloré, où chaque maison semblait avoir été peinte avec un arc-en-ciel,
vivait une petite fille nommée Lily. Elle était connue de tous, non seulement pour son sourire malicieux, mais aussi pour sa passion débordante pour les bonbons. Lily aimait tout, les sucettes, les caramels, les guimauves et même les bonbons les plus acides que personne d'autre n'osait toucher. Un jour, alors qu'elle explorait le grenier de sa maison avec son chien, Biscuit, un petit terrier très gourmand lui aussi, elle fit une découverte étrange. Derrière une vieille malle en bois se trouvait un carnet poussiéreux. Sur la couverture, en lettres dorées, était inscrit « Le secret des bonbons infinis ». Lily ouvrit le carnet et découvrit une carte très ancienne. Elle montrait un chemin qui menait à un endroit appelé la fabrique de bonbons géantes, caché dans un lieu mystérieux appelé la forêt sucrée. Les yeux de Lily brillèrent comme des étoiles. « Biscuit, c'est notre jour de chance. Nous allons trouver cette fabrique et découvrir le secret des bonbons infinis. » Sans attendre, Lily enfila ses bottes arc-en-ciel, emporta son sac à dos rempli de bonbons pour la route et partit à l'aventure avec Biscuit trottinant joyeusement derrière elle. Le chemin jusqu'à la forêt sucrée était bordé de surprises. Les arbres étaient faits de réglisse, leurs feuilles de guimauve et les ruisseaux coulaient de chocolat chaud. Lily ne pouvait s'empêcher de prendre une ou deux bouchées en chemin, tout comme Biscuit qui mordillait joyeusement une branche en nougat. Mais cette forêt magique n'était pas sans danger. Alors qu'elle traversait une clairière, elle rencontra un ours en gelée géant assis sur un rocher en sucre candi. L'ours semblait grognon et tenait un panneau où était inscrit « Interdit de passer sans un bonbon ». « Qui ose s'aventurer dans ma forêt ?» rugit l'ours, bien que sa voix tremblotante ressemblait plutôt à celle d'une guimauve. « C'est moi, Lily, et voici Biscuit. Nous cherchons la fabrique de bonbons géantes. Alors donne-moi un bonbon ou tu ne passeras pas. » Lily fouilla dans son sac et tendit à l'ours un caramel au beurre salé. L'ours, ravi, dévora le bonbon et lui donna une poignée de ses propres bonbons gélifiés en guise de remerciement. « Bonne chance, petite fille, » dit-il, « mais fais attention, tout n'est pas aussi doux qu'il en a l'air dans cette forêt. » Plus loin, Lily fit face à un corbeau en réglisse qui gardait l'entrée d'un pont suspendu au-dessus d'une rivière de sirop d'érable. « Pour traverser, tu dois répondre à mon énigme, » croassa le corbeau. L'énigme était « Je suis doux, mais parfois acide. On m'aime en boule ou en fil. Qui suis-je » Lily réfléchit un instant, puis répondit avec assurance. « Un bonbon, bien sûr !» Le corbeau hocha la tête, impressionné par sa réponse, et la laissa passer. Biscuit, quant à lui, avait profité de l'énigme pour lécher quelques gouttes de sirop d'érable qui coulaient du pont. Après de nombreuses aventures, Lily et Biscuit atteignirent enfin la fabrique. Elle était gigantesque, tout en sucre de verre, avec des cheminées qui soufflaient des nuages parfumés à la fraise. Des toboggans en caramel serpentaient autour de l'édifice et des fontaines crachaient des arcs-en-ciel de bonbons. À l'intérieur, Lily découvrit une armée de petits bonhommes en chocolat qui travaillaient sans relâche pour créer les sucreries les plus folles. Mais au centre de tout cela se trouvait le professeur Gum Gum, un inventeur excentrique et des lunettes faites de canne en sucre. « Qui ose entrer dans ma fabrique ?» demanda-t-il d'une voix dramatique, bien qu'il semblait amusé. « C'est moi, Lily, je veux apprendre le secret des bonbons infinis. » Le professeur Gum Gum la regarda avec un sourire en coin. « Si tu veux découvrir le secret, tu devras réussir mon défi, manger mon super bonbon ultra acide sans grimacer. Mais attention, si tu échoues, tu devras m'aider à ranger ma fabrique pendant un mois. » Lily accepta sans hésiter. Le bonbon était si acide qu'il faisait des étincelles. Mais Lily, avec son amour des bonbons, croqua dedans et ne broncha pas. « Bravo !» s'exclama le professeur. « Tu es la première à réussir. » Il lui révéla alors le secret des bonbons infinis. « Les bonbons sont toujours meilleurs quand on les partage avec les autres, » expliqua-t-il. Lily repartit avec un sac magique rempli de bonbons qui se reconstituait dès qu'on en prenait un.
En arrivant au village, elle organisa une immense fête pour tous les habitants. Depuis ce jour, Lily devint une légende dans son village, connue comme la reine des bonbons. Le petit cochon qui voulait devenir grand. Dans une jolie ferme entourée de champs verdoyants, vivait un petit cochon nommé Toto. Toto était le plus jeune de sa portée, avec une petite queue en tire-bouchon et un museau rose toujours curieux. Mais Toto avait un rêve. Il voulait devenir aussi grand et fort que son papa, un cochon imposant nommé Hector. Hector était respecté par tous les animaux de la ferme. Avec ses grandes pattes robustes et son dos large, il était toujours prêt à aider. Un jour, Toto demanda à son papa « Papa, comment puis-je devenir grand comme toi ?» Hector sourit et répondit « Cela prend du temps, mon petit. Il faut manger, jouer, travailler et surtout avoir de la patience. » Mais Toto était très impatient. Il voulait être grand tout de suite. Alors, il décida de demander conseil aux autres animaux de la ferme. Toto trottina jusqu'au poulailler où les poules picoraient des graines. Il s'approche de Colette, la poule la plus sage. « Colette, comment puis-je devenir grand rapidement ?» demanda Toto. Colette réfléchit un instant et répondit « Tu devrais manger beaucoup de graines. Moi, c'est comme ça que je suis devenue forte. » Toto essaya de manger des graines, mais elles avaient un goût bien trop sec pour lui. Il secoua la tête et continua sa quête. Plus tard, il rencontra Gaston, le cheval majestueux qui broutait de l'herbe près du champ. « Gaston, comment puis-je devenir grand comme toi ?» demanda Toto. Gaston hennit doucement et dit « Tu dois courir tous les jours pour muscler tes pattes. Regarde comme mes jambes sont fortes. » Toto se mit à courir autour de la ferme. Mais très vite, il était essoufflé et ses petites pattes étaient fatiguées. Enfin, Toto alla voir Marguerite, la vache douce qui ruminait paisiblement sous un arbre. « Marguerite, as-tu un secret pour devenir grande ?» demanda Toto. Marguerite sourit et dit « Il faut boire beaucoup de lait. Le lait est plein de bonnes choses pour grandir. » Toto essaya de boire un peu de lait, mais il trouva cela trop lourd pour son petit estomac. Triste et déçu, Toto retourna voir son papa. Hector le regarda avec tendresse. « Alors, mon petit, qu'as-tu appris aujourd'hui ?» demanda Hector. « J'ai appris que manger des graines, courir et boire du lait ne me rendent pas grand tout de suite. » soupira Toto. « Peut-être que je ne serai jamais comme toi. » Hector posa sa grande patte sur la tête de Toto et dit « Grandir, ce n'est pas seulement une question de taille, c'est aussi apprendre à être patient, courageux et gentil. Tu deviendras grand à ta manière, Toto, et je suis déjà fière de toi. » Ces mots réconfortèrent Toto, qui comprit qu'il n'avait pas besoin de se presser pour grandir. Il devait simplement profiter de chaque jour et faire de son mieux. Avec les mois qui passèrent, Toto continua à explorer la ferme, à jouer avec les autres animaux et à aider son papa. Petit à petit, il remarqua que ses pattes devenaient plus fortes, son corps plus grand et son museau plus long. Un matin, alors qu'il se regardait dans une flaque d'eau, il s'exclama « Papa, regarde, je deviens grand !» Hector sourit et dit « Je te l'avais dit, mon petit, tu es sur le bon chemin. » Et Toto comprit que grandir ne se faisait pas en un jour, mais qu'avec du temps, des efforts et de l'amour, tout était possible. Depuis ce jour, Toto n'était plus seulement connu comme le petit cochon de la ferme, mais comme un cochon courageux et déterminé, tout comme son papa. Léo et la forêt des dents enchantées. Il était une fois un petit garçon nommé Léo. Léo adorait deux choses dans la vie, jouer avec ses amis et dévorer du chocolat. Il aimait tellement le chocolat qu'il en mangeait tout le temps, matin, midi et soir. Tablettes, bonbons, gâteaux, tout ce qui avait du chocolat était son préféré.
Mais il y avait une chose que Léo n'aimait pas du tout, se brosser les dents. Chaque soir, sa maman venait dans sa chambre avec sa brosse à dents et lui disait « Léo, il est l'heure de te brosser les dents. » Mais Léo trouvait toujours une excuse. « Je suis trop fatigué, maman. Peut-être demain. » « Oh, j'ai oublié. Mais ce n'est pas grave, non? Juste une fois. » Et ainsi, soir après soir, Léo se couchait sans se laver les dents. Un soir, après avoir mangé une énorme tablette de chocolat tout seul, Léo s'endormit profondément. Sa bouche était encore pleine de miettes sucrées. Il ronflait doucement, un sourire chocolaté sur son visage. Mais cette nuit-là, quelque chose d'extraordinaire se produisit. Au beau milieu de la nuit, un étrange bruit le réveilla. Cric, crac, croc. Léo ouvrit les yeux et regarda autour de lui. Sa chambre était plongée dans l'obscurité, mais une petite lumière scintillait au-dessus de son lit. C'était une minuscule fée. Elle portait une robe brillante comme les étoiles et tenait une baguette magique en forme de dent. Ses ailes translucides brillaient de 1000 couleurs. « Bonjour Léo », dit-elle avec une voix douce. « Je suis fée Blanchette, la gardienne des dents enchantées. Nous avons besoin de ton aide. »« Moi !» balbutia Léo, encore à moitié endormi. « Pourquoi ? Viens avec moi !» répondit la fée en souriant. « Je vais te montrer. » Avant que Léo ne puisse protester, Blanchette agita sa baguette. En un instant, Léo se retrouva emporté dans un tourbillon de lumière colorée. Ils traversèrent un portail magique fait de paillettes dorées et d'étoiles scintillantes. Quand ils atterrirent, Léo écarquilla les yeux. Devant lui s'étendait une forêt incroyable. Les arbres avaient des feuilles en forme de brosse à dents et les ruisseaux qui coulaient étaient remplis d'un dentifrice pétillant aux couleurs arc-en-ciel. L'air sentait la menthe fraîche. « Où sommes-nous » demanda Léo, émerveillé. « Bienvenue dans la forêt des dents enchantée » répondit Blanchette. « C'est ici que vivent les dents des enfants, protégés par la magie. Mais regarde ce qu'il se passe. » Léo regarda autour de lui et remarqua que certains arbres semblaient malades. Leurs feuilles étaient arrêtées brunes et cassantes et leurs troncs avaient des trous sombres. « Que leur est-il arrivé » demanda Léo, inquiet. « Les croquenouilles » répondit Blanchette d'un ton grave. « Ce sont de vilaines petites créatures qui adorent en grignoter les dents. Elles sont attirées par le sucre, comme celui que tu laisses dans ta bouche quand tu ne te brosses pas les dents. » À cet instant, un groupe de croquenouilles surgit d'un buisson. C'étaient de petites créatures poilues avec de grandes dents pointues et des yeux malicieux. Elles riaient en bondissant vers un arbre. Cric, crac, croc! Elles commencèrent à ronger le tronc. « Arrêtez ça !» cria Léo, horrifié. « Si tu veux les empêcher de détruire la forêt, tu dois les chasser avec cette brosse à dents magique. » Elle tendit à Léo une gigantesque brosse à dents colorée. Elle brillait comme un arc-en-ciel et semblait vibrer d'énergie. Léo la prit en main. Elle était légère mais puissante. « Vas-y Léo, montre-leur ce que tu sais faire. » Léo courut vers les croquenouilles et brandit la brosse à dents. Lorsqu'il les toucha, elles poussèrent des cris de protestation et s'enfuirent dans toutes les directions. « Hé ! Ce n'est pas si difficile !» s'exclama Léo, amusé. Il passa le reste de la journée à courir dans la forêt, brossant les croquenouilles hors des arbres. Petit à petit, les arbres reprenaient vie. Leurs feuilles brillaient à nouveau et leurs troncs retrouvaient leur éclat doré. Quand la dernière croquenouille fut chassée, la forêt entière sembla éclater de lumière. Les arbres scintillaient, les ruisseaux pétillaient et les oiseaux magiques chantaient une joyeuse mélodie. Blanchette vola jusqu'à Léo et lui tapota l'épaule. « Tu as sauvé la forêt des dents enchantée, Léo. Merci. » Mais il y a une dernière chose à faire. Elle agita sa baguette et une image apparut dans les airs.
C'était le visage de Léo, mais ses dents étaient couvertes de taches sombres. « Oh, c'est à cause de tout le chocolat que je mange, n'est-ce pas ?» murmura Léo, un peu gêné. « Ce n'est pas le chocolat le problème, » dit Blanchette avec un sourire. « C'est que tu oublies de te brosser les dents après. Si tu veux garder cette forêt en bonne santé, tu dois commencer à prendre soin de tes dents. Tu promets ?» Léo hocha la tête avec détermination. « Je le promets, fait Blanchette. »« Très bien, dit-elle en souriant. Alors, il est temps pour toi de rentrer. » D'un coup de baguette magique, Blanchette renvoya Léo dans sa chambre. Quand il se réveilla le lendemain matin, il se demanda si tout cela n'avait pas été un rêve. Il trouva une brosse à dents scintillante, exactement comme celle qu'il avait utilisée dans la forêt. À partir de ce jour, Léo se brossa les dents après chaque repas, même après avoir mangé du chocolat. Il raconta son aventure à ses amis et leur expliqua pourquoi il était important de prendre soin de leurs dents. Et savez-vous quoi ? Ses dents devinrent aussi blanches et brillantes que les arbres de la forêt des dents enchantées. Et ils vécurent heureux avec des dents bien propres. La princesse et le secret des coccinelles. Il était une fois, dans un royaume enchanté, une jeune princesse nommée Clara. Clara était connue dans tout le royaume pour sa gentillesse et son amour des animaux. Mais parmi tous les animaux, ses préférés étaient les coccinelles. Elle passait des heures à les observer dans les jardins du palais, admirant leurs petites ailes rouges à pois noirs qui scintillaient au soleil. Un jour, alors qu'elle se promenait dans les jardins, Clara aperçut un groupe de coccinelles rassemblés autour d'une grande feuille de menthe. Elles semblaient discuter, mais Clara était trop grande pour comprendre ce qu'elle disait. Elle soupira et murmura « Oh, si seulement je pouvais être assez petite pour leur parler. Je suis sûre qu'elles ont des histoires merveilleuses à raconter. » Ce soir-là, Clara ne pouvait pas arrêter de penser à ses amies les coccinelles. Elle regarda par la fenêtre de sa chambre, où la lune brillait dans le ciel, et fit un vœu. « Chère lune magique, aide-moi à réaliser mon rêve. Je veux devenir petite comme une coccinelle, juste pour une journée. » Au même moment, une étoile filante traversa le ciel. Clara sentit un frisson parcourir son corps, mais elle ne savait pas encore que son vœu allait être exaucé. Le lendemain matin, Clara se réveilla et remarqua que quelque chose était différent. Son lit semblait immense, tout comme sa chambre. Elle regarda ses mains et poussa un cri de surprise. Elle était devenue minuscule. « C'est incroyable !» s'écria-t-elle. « Je suis aussi petite qu'une coccinelle. » Clara sauta de son lit, qui ressemblait maintenant à une montagne, et courut jusqu'au jardin. Elle escalada une fleur de tournesol, dont les pétales étaient aussi doux que de la soie, et trouva le groupe de coccinelles qu'elle avait vu la veille. « Bonjour !» dit-elle avec enthousiasme. Les coccinelles se retournèrent, surprises de voir une humaine aussi petite qu'elle. « Qui es-tu » demanda l'une d'elles, qui portait un petit chapeau en feuilles. « Je suis Clara, la princesse du royaume. J'ai fait un vœu pour devenir petite afin de pouvoir vous parler. » Les coccinelles échangèrent des regards étonnés, mais elles étaient ravies de faire sa connaissance. Leur chef, une coccinelle nommée Capucine, lui fit un grand sourire. « Bienvenue parmi nous, Clara. Nous serions ravis de te montrer notre monde. » Clara passa la journée avec ses nouvelles amies. Elles lui montrèrent comment voler à dos de papillons, chercher les meilleures gouttes de rosée à boire et éviter les araignées, qui étaient beaucoup plus grandes et effrayantes vues de près. En fin d'après-midi, les coccinelles invitèrent Clara à leur grande fête annuelle sous le vieux chêne. Les lucioles illuminaient les lieux avec leur douce lumière et un groupe de criquets jouait de la musique en frottant leurs ailes. Clara dansa avec les coccinelles jusqu'à ce que la lune soit haute dans le ciel. Mais alors que la nuit avancée approchait, Clara commença à ressentir une légère tristesse. « Qu'y a-t-il, princesse ?» demanda Capucine.
J'ai adoré passer cette journée avec vous, mais je pense que ma famille doit s'inquiéter de ne pas me voir. Et si je reste ici trop longtemps, je ne pourrai peut-être jamais redevenir grande. » Les coccinelles se réunirent en cercle pour discuter, puis Capucine lui dit « Clara, tu es toujours la bienvenue parmi nous, mais nous comprenons que ta famille te manque. Nous allons demander à la fée des jardins de t'aider. » Une brise légère souffla et une petite fée lumineuse apparut. Elle avait des ailes transparentes et une robe faite de pétales de fleurs. « Clara, dit la fée, ton cœur est pur et rempli d'amour pour les créatures de ce monde. Je vais te rendre ta taille normale, mais je te laisserai un cadeau pour te souvenir de cette aventure. » La fée agita sa baguette et Clara se sentit grandir lentement. Elle se retrouva bientôt dans le jardin, à sa taille normale. Mais au creux de sa main, elle tenait un pendentif en forme de coccinelle. Ce pendentif te permettra de comprendre le langage des coccinelles chaque fois que tu le porteras, dit la fée avant de disparaître. Clara retourna au palais avec le sourire aux lèvres. Elle continua de rendre visite à ses amis, les coccinelles chaque jour, leur racontant ses aventures et écoutant les leurs. Et même si elle n'était plus petite, elle avait trouvé un moyen de rester connectée à ce monde merveilleux. Et c'est ainsi que la princesse Clara et ses amis les coccinelles vécurent heureuses, partageant leurs histoires pour toujours. Le petit cochon et la forêt des fruits magiques. Il était une fois, dans une jolie petite ferme entourée de collines verdoyantes, un petit cochon qui s'appelait Tino. Tino était un cochon rose avec un petit nez retroussé et une queue en tire-bouchon qui frétillait toujours de bonheur. Mais ce qui rendait Tino vraiment spécial, c'était son amour pour les fruits. Tandis que les autres cochons se régalaient de glands et de légumes, Tino passait ses journées à chercher les fruits les plus juteux et les plus savoureux qu'il pouvait trouver. Dans le verger de la ferme, il aimait croquer dans des pommes rouges, savourer des poires dorées et dévorer des fraises sucrées. Mais Tino avait un rêve. Il voulait découvrir tous les fruits du monde, même ceux dont il avait seulement entendu parler dans les histoires que le fermier racontait à ses enfants. Il rêvait d'ananas dorés, de mangues parfumées et de cerises étincelantes. Un soir, alors que le soleil se couchait et que le ciel se teintait d'orange et de rose, Tino était couché sous un pommier. Il regardait les étoiles commencer à scintiller dans le ciel nocturne. Une étoile filante passa et, sans hésiter, il fit un vœu. « J'aimerais découvrir un endroit magique où poussent tous les fruits du monde, » murmura-t-il. Soudain, une douce brise souffla et une voix mélodieuse résonna dans l'air. « Petit Tino, ton amour pour les fruits t'a conduit à moi, » dit la voix. « Je suis Luma, la fée des vergers. Si tu es courageux et que tu crois en la magie, je peux te guider vers la forêt des fruits magiques. » Les yeux de Tino s'illuminèrent d'excitation. « Oh oui, Luma, je veux tellement y aller !» En un clin d'œil, une petite lumière dorée apparut devant lui. Et Luma, une minuscule fée à la robe faite de pétales de fleurs et aux ailes scintillantes, se matérialisa. « Alors, suis-moi, » dit-elle avec un sourire. « Mais souviens-toi, dans cette forêt, il faut respecter chaque fruit que tu rencontres car ils ont tous une histoire à raconter. » Tino hocha la tête et suivit Luma, qui volait devant lui, en laissant une traîne de poussière scintillante. « Bienvenue dans la forêt des fruits magiques, » annonça Luma. En passant sous l'arche, Tino entra dans un monde extraordinaire. Les arbres étaient immenses et chargés de fruits étincelants qu'il n'avait jamais vus auparavant. Il y avait des pastèques suspendues comme des lanternes, des grappes de raisins qui brillaient comme des pierres précieuses et des bananes qui luisaient d'une douce lueur dorée. Tino n'en croyait pas ses yeux. Il trotta joyeusement jusqu'à un arbre couvert de fruits multicolores en forme d'étoiles. « Ce sont des fruits étoiles, » expliqua Luma. « Ils sont connus pour rendre les rêves encore plus beaux. » Tino en mordit un avec enthousiasme. C'était doux, juteux et rempli de saveurs qu'il n'avait jamais imaginées.
Tandis qu'il savourait ce délice, un petit singe apparut, tenant une mangue brillante. « Bonjour, je suis Mango, » dit le singe. « Si tu veux explorer la forêt, je peux être ton guide. »« Avec plaisir, » répondit Tino. « Je veux tout voir et tout goûter. » Mango éclata de rire. « Alors suis-moi, petit cochon aux grandes aventures. » Ils visitèrent un champ de fraises gigantesque où les fraises étaient si grosses que Tino pouvait s'asseoir dessus comme sur des coussins. Ils découvrirent des ananas qui chantaient une douce mélodie quand on les approchait, et des pommiers dont les pommes éclataient de joie, libérant une pluie de paillettes dorées. Chaque fruit avait une histoire unique. Les cerises dansaient en duo avant de se faire déguster, et les pêches chuchotaient des secrets à l'oreille de ceux qui les mangeaient. Tino était émerveillé à chaque instant, mais leur aventure ne s'arrêta pas là. Alors qu'ils s'aventuraient plus profondément dans la forêt, Luma les arrêta. « Attention, dit-elle, voici la rivière des baies sauvages. Elle est délicate et doit être respectée. » La rivière était remplie de baies flottantes, des myrtilles, des framboises et des groseilles, toutes éclatantes de couleurs. Tino se pencha pour en attraper une, mais Luma intervint. « Avant de goûter, demande la permission. »« Bien sûr, » dit Tino. « Puis-je goûter une de vos baies ?» Une petite voix répondit. « Oui, petit cochon. Mais choisis-moi avec soin, car chacune de nous est unique. » Tino choisit une myrtille qui brillait doucement. En la mangeant, il sentit une explosion de saveurs sucrées et acidulées, et une vague de bonheur l'envahit. Ils continuèrent leur chemin jusqu'à une clairière où se tenait un arbre gigantesque portant un fruit doré. Mango s'arrêta, les yeux grands ouverts. « C'est l'arbre du soleil. Ce fruit est réservé à ceux qui ont un cœur pur et un amour sincère pour les fruits, » expliqua-t-il. Tino s'approche timidement. L'arbre sembla l'observer, puis une branche descendit lentement pour lui offrir le fruit doré. Tino le prit avec reconnaissance et en mordit une bouchée. Le goût était indescriptible, comme un rayon de soleil à l'aube. Soudain, le fruit s'illumina et une pluie d'étoiles dorées se mit à tomber autour de Tino. Chaque étoile qui touchait le sol faisait pousser de petites fleurs lumineuses, et une douce mélodie résonna dans l'air. Tino se sentit rempli d'une joie indescriptible, comme si tout l'amour des fruits du monde l'entourait. « Tu as prouvé ton respect et ton amour sincère pour la nature, » dit Luma en souriant. « Ce fruit est un cadeau rare et il t'a choisi pour partager sa lumière. » Tino remarqua alors que ses pattes brillaient également. « Luma, que m'arrive-t-il » demanda-t-il avec un mélange de curiosité et d'émerveillement. Luma répondit avec un sourire. « Le fruit t'a donné un don spécial. Désormais, où que tu ailles, tu pourras aider les plantes et les arbres à prospérer. Tu es devenu le gardien des fruits magiques. » Mango applaudit avec enthousiasme. « Bravo, Tino, c'est un honneur rare. » Tino se sentit à la fois fier et humble. « Merci, Luma, je promets d'utiliser ce don avec sagesse. » La fée hocha la tête. « Il est temps pour toi de rentrer, Tino. Mais souviens-toi, la forêt sera toujours là pour toi si tu en as besoin. » Avec un dernier regard émerveillé vers la forêt des fruits magiques, Tino suivit Luma et Mango jusqu'à l'arche de liane. Lorsqu'il franchit le passage, il se retrouva à nouveau dans le verger de la ferme, sous le pommier où tout avait commencé. Le petit cochon regarda autour de lui, le cœur rempli de gratitude. Il savait que cette aventure resterait gravée en lui à jamais. Et chaque fois qu'il croquait un fruit, il se rappelait la magie qu'il avait vécue. Ce soir-là, Tino s'endormit sous le pommier, un sourire radieux sur le visage, rêvant de la forêt des fruits magiques et des merveilleuses aventures qui l'y attendaient encore. Le petit poisson rouge qui rêvait de la terre. Dans un paisible étang aux eaux claires, entouré de nénuphars et de joncs dansants, vivait un petit poisson rouge prénommé Léo. Léo était différent des autres poissons. Tandis que ses amis se contentaient de nager joyeusement autour des roseaux, Léo passait ses journées à regarder les oiseaux voler au-dessus de l'eau et les animaux sédentairement installés sur la terre ferme. «
Pourquoi devons-nous toujours rester dans l'eau ?» demandait souvent Léo à ses parents. « Qu'est-ce qu'il y a au-delà des roseaux ?»« Mon petit Léo, » répondait sa maman avec tendresse, « la terre est un endroit magnifique, mais ce n'est pas fait pour les poissons. L'eau est notre maison. Ici, tu es en sécurité. » Mais Léo ne pouvait pas se résoudre à rester dans son étang. Il rêvait de grandes aventures et désirait ardemment découvrir ce monde inconnu qu'il apercevait de loin. Chaque soir, alors que la lune baignait l'étang de sa lumière argentée, Léo partageait ses rêves avec son meilleur ami, Timmy, un tétras joyeux mais prudent. « Tu es fou, Léo, » disait Timmy en riant. « Nous sommes des poissons. Comment pourrais-tu aller sur la terre sans eau ?»« Je ne sais pas encore, » répondit Léo en regardant les étoiles. « Mais je trouverai un moyen. Il doit bien y avoir une façon d'explorer la terre. » Et ainsi, chaque jour, Léo observait les grenouilles qui sautaient entre l'eau et la rive, les oiseaux qui planaient gracieusement dans le ciel et les tortues qui se déplaçaient lentement sur la berge. Il leur posait des questions et écoutait attentivement leurs réponses. Un jour, alors que Léo nageait près du bord de l'étang, il rencontra Félicie, une vieille grenouille sage qui était connue pour ses histoires fascinantes sur le monde extérieur. « Madame Félicie » commença Léo timidement. « Vous qui avez vu tant de choses, pouvez-vous me dire comment un poisson pourrait explorer la terre ?» Félicie le regarda avec un sourire bienveillant. « Mon petit poisson, la curiosité est une belle qualité, mais il faut aussi être prudent. La terre est un endroit magnifique, mais elle peut être dangereuse pour ceux qui ne sont pas préparés. Cependant, si tu tiens vraiment à voir le monde, je connais quelqu'un qui pourrait t'aider. » Léo sautilla presque d'excitation. « Qui est-ce » ? Il s'agit de Théo le martin pêcheur. Il est très habile et connaît les secrets des deux mondes. Parle-lui, mais n'oublie pas de rester prudent. Le lendemain, Léo aperçut Théo perché sur une branche au-dessus de l'étang. « Bonjour Théo !» cria Léo depuis l'eau. « Madame Félicie m'a dit que tu pourrais m'aider à explorer la terre. » Théo inclina la tête, intrigué. « Explorer la terre ? Ce n'est pas une demande banale pour un poisson. Pourquoi veux-tu faire cela ? » « Je veux voir ce qu'il y a au-delà des roseaux. Je veux comprendre le monde. » Théo réfléchit un instant, puis sourit. « Très bien, petit aventurier. Voici ce que nous allons faire. Je vais te transporter dans mon bec et te poser doucement sur une grande feuille de lotus flottant près de la rive. De là, tu pourras observer la terre de plus près. » Léo était ravi. « Merci, Théo. » Avec beaucoup de précaution, Théo saisit Léo dans son bec et le déposa sur une feuille de lotus proche de la berge. Pour la première fois, Léo pouvait voir la terre de près. Il observa les papillons qui dansèrent dans les airs, les fourmis qui travaillaient en file indienne et les oiseaux qui chantaient dans les arbres. « C'est magnifique !» murmura-t-il. Il vit également un lapin bondissant joyeusement et une tortue qui se chauffait au soleil. Tout cela était si différent de son étang, mais tellement fascinant. Soudain, une ombre passa au-dessus de lui. C'était une cigogne qui scrutait la surface de l'eau à la recherche de nourriture. Léo frissonna. « Théo !» appela-t-il doucement. « Je crois que j'ai vu assez pour aujourd'hui. » Théo, qui avait gardé un œil sur lui, s'approcha rapidement. « Bien sûr, petit aventurier, retourne à l'étang en sécurité. » De retour dans l'eau, Léo se sentit soulagé, mais également plein de gratitude. Il avait enfin vu le monde au-delà des roseaux et comprenait maintenant à quel point sa maison était précieuse. « Alors, comment était la terre ?» demanda Timmy avec curiosité. « C'était incroyable mais également effrayant, » répondit Léo. « J'ai compris que l'étang est à notre maison et qu'il n'y a rien de mal à rêver tout en restant prudent. » Ses parents furent fiers de lui. « Tu as appris une leçon importante, Léo. La curiosité est belle, mais il est aussi essentiel de respecter les limites de notre nature. » À partir de ce jour, Léo continua à rêver d'aventure, mais avec une nouvelle perspective. Il comprit que la curiosité pouvait être satisfaite sans se mettre en danger, et il s'efforça de partager ce qu'il avait appris avec ses amis de l'étang. Ensemble, ils passèrent de longues journées à imaginer des récits fantastiques sur le monde au-delà des roseaux,
tout en chérissant la sécurité et la beauté de leur maison aquatique. Le petit dauphin et son papa protecteur. Dans les eaux cristallines d'un lagon tropical vivait un petit dauphin prénommé Milo. Milo était une petite boule d'énergie, toujours prête à jouer, à explorer et à apprendre de nouvelles choses. Mais par-dessus tout, Milo était très attaché à son papa, Dorian, un grand dauphin majestueux connu pour sa sagesse et son courage. Chaque matin, le soleil se levait doucement sur l'océan, illuminant la surface de reflets dorés. Milo adorait ces moments, car cela signifiait qu'il pouvait partir nager avec son papa. Ensemble, ils plongeaient dans les profondeurs, sautillaient entre les vagues et jouaient à attraper des poissons volants. Un jour, alors qu'ils exploraient une crique inconnue, Milo regarda son papa avec ses grands yeux curieux. « Papa, pourquoi l'océan est-il si grand ?» demanda-t-il. Dorian sourit doucement. « L'océan est grand pour que nous ayons toujours de nouveaux endroits à découvrir, » expliqua-t-il. « Et peu importe où tu iras, souviens-toi que je serai toujours là pour toi. » Ces mots réconfortèrent Milo et ils continuèrent leur chemin heureux. Un après-midi, alors qu'il nageait près d'un récif de corail, Milo vit un poisson clown coincé entre deux rochers. « Papa, viens vite, il faut l'aider !» cria Milo. Dorian s'approche calmement. « Ne t'inquiète pas, Milo, parfois il suffit d'un peu de patience et de travail d'équipe. » Avec l'aide de son papa, Milo déplaça les rochers, libérant le poisson clown. Ce dernier leur sourit. « Merci beaucoup, je m'appelle Corail. Si jamais vous avez besoin d'aide, je serai là. » Milo était fier de ce qu'ils avaient accompli ensemble. Il regarda son papa avec admiration. « Tu es toujours si courageux, papa. Comment fais-tu » Dorian lui répondit avec douceur. « Le courage, mon petit, c'est surtout de prendre soin des autres, même quand cela semble difficile. » Un soir, Milo et Dorian se reposaient dans un lagon tranquille. Le ciel était rempli d'étoiles scintillantes. Milo aimait ces moments, car son papa lui racontait des histoires sur les mystères de l'océan et des étoiles. « Regarde cette grande étoile là-haut, » dit Dorian. « On dit qu'elle guide les dauphins perdus pour les ramener à leur famille. » Milo se blottit contre son papa. « Je ne veux jamais me perdre loin de toi. » Dorian frotta doucement son museau contre celui de son fils. « Tu ne seras jamais seul, Milo. Mon amour pour toi est comme l'océan, infini et toujours présent. » Un jour, alors qu'il nageait dans une zone qu'il ne connaissait pas bien, un grondement sourd se fit entendre. Milo s'arrêta net. « Qu'est-ce que c'est, papa ?» demanda-t-il tremblant. Dorian regarda autour de lui avec prudence. Des filets de pêcheurs s'approchaient, menaçant d'emprisonner tout ce qui se trouvait sur leur passage. « Reste près de moi, Milo. Nous allons devoir être rapides et intelligents. » Avec une détermination féroce, Dorian guida son fils à travers les eaux, évitant habilement les filets. Mais soudain, Milo vit une tortue coincée dans l'un des maillages. « Papa, on ne peut pas la laisser là !» Dorian hésita une seconde, puis hocha la tête. « D'accord, mais sois rapide. » Avec l'aide de son papa, Milo utilisa son museau pour défaire les nœuds du filet. La tortue fut libérée et leur adressa un regard reconnaissant avant de s'éloigner. Ils réussirent à échapper au filet, mais Milo était encore sous le choc. « J'avais peur, papa. » Dorian l'entoura de sa nageoire protectrice. « La peur était normale, mon petit. Mais ce qui compte, c'est ce que tu fais malgré cette peur. Et aujourd'hui, tu as été très courageux. » Après cet épisode éprouvant, Dorian emmena Milo dans une baie secrète, un lieu magique où les eaux étaient si claires qu'on pouvait voir des étoiles de mer et des coquillages multicolores tapissant le fond. « Cet endroit est spécial, Milo. C'est ici que je venais quand j'étais petit et que j'avais besoin de me sentir en sécurité. » Milo se sentit apaisé par la beauté du lieu et la présence rassurante de son papa. « Merci, papa, » murmura-t-il. « Tu es le meilleur papa du monde. » Dorian sourit, son cœur rempli de fierté et d'amour. « Et toi, Milo,
tu es le plus grand cadeau que l'océan m'ait offert. » Les jours passèrent et Milo continua d'apprendre et de grandir aux côtés de son papa. Chaque jour était une aventure, mais ce que Milo apprit surtout, c'est que l'amour de son papa était une ancre dans les moments difficiles et un souffle d'encouragement dans les moments de joie. Et ainsi, dans les eaux infinies de l'océan, Milo et Dorian nageaient ensemble, liés par un amour plus profond que les abysses et aussi éclatant que les étoiles dans le ciel. L'histoire de Milo et Dorian devint une légende parmi les habitants de l'océan, rappelant à tous que l'amour et la protection d'un parent sont les plus grandes forces de la nature. Cette histoire est écrite et réalisée par Petit Monde Enchanté. Il était une fois, tout là-haut dans le ciel, un petit nuage tout blanc nommé Plouffi. Plouffi était très doux, tout rond et aussi moelleux qu'un oreiller en coton. Il passait ses journées à flotter tranquillement entre le soleil et la lune, regardant le monde en dessous. Mais malgré la beauté du ciel autour de lui, Plouffi se sentait un peu triste. Chaque fois qu'il voyait les oiseaux voler gracieusement autour de lui, il soupirait doucement. Les oiseaux avaient des plumes colorées, des chants joyeux et surtout une liberté qui leur permettait d'explorer le monde entier. Plouffi, lui, restait souvent à la même place, emporté par le vent. « Je ne suis qu'un nuage tout simple, » murmurait-il. « Je ne fais que flotter et attendre. Mais pourquoi est-ce que je ne peux pas être spécial ?» Un jour, alors que le soleil se couchait et que le ciel se teintait de nuances d'orange et de rose, Plouffi remarqua quelque chose de différent. Une petite étoile filante traversa le ciel en laissant une traînée brillante derrière elle. C'était Stella, une petite étoile filante joyeuse et curieuse qui aimait explorer le ciel de jour comme de nuit. Stella était si lumineuse qu'elle ressemblait à une luciole, mais 1000 fois plus éclatante. Stella remarqua aussitôt la tristesse de Plouffi. Elle s'arrêta juste devant lui, suspendue dans l'air, et lui adressa un grand sourire. « Bonjour petit nuage, pourquoi as-tu l'air si triste ?» demanda Stella en inclinant doucement sa tête scintillante. « Bonjour Stella, » répondit Plouffi avec une petite voix. « Je me sens inutile. Toi, tu brilles dans le ciel et tu fais des vœux quand tu passes. Les oiseaux, eux, chantent et apportent de la joie. » « Mais moi, je ne fais rien de tout ça. Je suis juste un nuage blanc et ordinaire. » Stella plissa les yeux, pensive, puis elle s'approcha un peu plus près de Plouffi. « Mais qui a dit que tu étais ordinaire ? Tu es unique, Plouffi. Et si tu ne vois pas encore ta magie, je vais t'aider à la découvrir. » dit Stella en faisant une pirouette joyeuse. « Tu ferais ça pour moi ?» demanda Plouffi, surpris. « Bien sûr. Suis-moi » répondit Stella en filant à travers le ciel, laissant derrière elle une traînée de paillettes lumineuses. Plouffi était curieux et un peu nerveux, mais il se mit à flotter doucement derrière elle. Ensemble, ils traversèrent le ciel étoilé, passant par des nuages plus grands, des courants de vent qui faisaient virevolter Stella et des étoiles qui leur faisaient des clins d'œil au passage. Après un long voyage, ils arrivèrent dans un endroit secret où le ciel semblait différent. Devant eux se trouvait un magnifique arc-en-ciel qui était si grand qu'il semblait toucher la terre. Les couleurs étaient si vives qu'elles illuminaient tout autour. Et juste en dessous, des petites gouttes de pluie jouaient ensemble. Elles étaient comme des billes de lumière liquide, sautillant et réfléchissant toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. « Bienvenue au jardin des couleurs !» annonça Stella avec fierté. « C'est ici que naissent les arcs-en-ciel et c'est ici que je vais t'aider à devenir spécial. » Plouffi était émerveillé. « C'est tellement beau, mais comment vais-je devenir spécial ici ?» demanda-t-il. Stella s'approcha des gouttes de pluie et expliqua. « Prends une goutte de chaque couleur, rouge, orange, jaune,
vert, bleu, indigo et violet. Elles vont te donner une partie de leur magie. Ploufi roula doucement vers l'arc-en-ciel et tendit une petite partie de son nuage pour attraper la première goutte, une goutte rouge. Dès qu'elle toucha son corps moelleux, il sentit une chaleur douce et vibrante se répandre en lui. Puis, il prit une goutte orange qui était aussi lumineuse qu'un coucher de soleil. Ensuite, la goutte jaune qui était joyeuse comme le rire d'un enfant. Une à une, Ploufi ajouta toutes les couleurs à son corps. Quand il eut terminé, quelque chose d'incroyable se produisit. Les couleurs commencèrent à danser sur sa surface blanche. Elles tourbillonnaient, se mélangeaient et formaient des motifs magnifiques qui brillaient dans la lumière. Ploufi était devenu un nuage arc-en-ciel. « Oh Stella, regarde-moi, je brille vraiment maintenant !» s'exclama Ploufi, ravi. « Tu es magnifique, Ploufi !»« Mais attends, ce n'est pas tout. Regarde vers la terre !» dit Stella avec un clin d'œil. Ploufi se tourna vers le monde en dessous de lui et vit quelque chose d'étonnant. En bas, des enfants jouaient dans un champ. Quand ils aperçurent Ploufi, ils s'arrêtèrent net et levèrent les yeux vers lui, émerveillés. « Regarde maman, un nuage arc-en-ciel, c'est magique !» s'écria un petit garçon en sautillant de joie. Une petite fille tendit les bras vers le ciel et fit un vœu en regardant Ploufi. D'autres enfants rirent et applaudissaient en voyant les couleurs scintiller. Ploufi sentit son cœur se remplir de bonheur. Il n'était plus un simple nuage blanc. Il était maintenant le nuage qui faisait sourire les enfants et rêver à de grandes choses. Si tu as aimé, mets un pouce j'aime et abonne-toi pour ne pas manquer de nouvelles histoires.